Nous sommes en 1968 à Yokohama. En cette fin des années 60, le Japon connaît une croissance économique fulgurante et s'est déjà relevé du désastre de la guerre. Les Japonais profitent de la vie comme jamais. Ils travaillent sans relâche et dépensent sans compter. Ils s'amusent, profitent et consomment frénétiquement. Entre le pachinko, le karaoké et le bowling, les loisirs ne manquent pas. En 1968, le jeu vidéo n'existe pas encore. Mais c'est cette année-là qu'un jeune homme timide mais plein d'idées entre chez Pacific Kogyo, la filiale d'une société nommée Taito et spécialisée dans la vente de jukebox et de machines à sous. Cet homme, c'est Nishikado Tomohiro, destiné à devenir le créateur du tout premier jeu vidéo japonais de l'histoire et celui qui le fera avancer à de multiples reprises. C'est en effet lui qui invente le premier jeu à scrolling, le premier FPS commercial ou encore l'un des plus grands jeux vidéo qu'ait connu la préhistoire, Space Invaders. Ce soir, c'est la vie et la carrière de ce pionnier encore trop méconnu que nous allons vous raconter, avec une bière si possible et un peu de lumière, bordel. Michel, qu'est-ce que c'est? Tu sais que c'est une soirée spéciale ce soir ou pas? Non mais que le bar fasse faillite, ça je m'y attendais. Avec un seul client toute la journée, forcément. Mais qui ferme définitivement pendant que j'étais aux chiottes, non, ça c'est pas correct. Michel! Michel! Salut les petits amis, pour ouvrir cette super soirée spéciale Space Invaders, je vous ai amené un petit souvenir. Mon premier Space Invaders à moi, c'était pas Space Invaders, c'était Super Missile Vader. C'était un jeu électronique, hein. Ça fonctionne avec des piles. Là, j'ai pas pu remettre des piles dedans, mais en tout cas, ça faisait des bruits épouvantables, des bip bip absolument lamentables. Mais c'était quand même en gros Space Invaders avec moins d'aliens à l'écran. C'était des petites lampes qui s'allumaient en fait derrière. C'était un jeu électronique, pas vraiment un jeu vidéo. Il y avait des petites bestioles extraterrestres sur lesquelles il fallait tirer. Ça ressemblait beaucoup au Space Invaders normal, avec une petite soucoupe volante qui passait en haut de temps en temps. Comme le vrai qu'on va découvrir aujourd'hui pour ceux qui auraient vécu pendant 40 ans dans une grotte, qui ne sauraient pas ce que c'est que Space Invaders. Eh ben, je vous propose une petite initiation aujourd'hui. C'est parti. Regardez ça les petits amis, j'ai ressorti le premier Space Invaders, je l'ai sur la borne d'arcade. J'ai la chance de pouvoir vivre ça comme on l'a vécu à l'époque. C'était vraiment un jeu révolutionnaire pour l'époque. Faut se dire qu'en ce temps-là, dans les années 70, on n'avait que des casse-briques. Dans le meilleur des cas, Pong, on se renvoyait une balle. Breakout, on essayait de démolir des briques avec une petite raquette, voilà. Et ça, c'est finalement un dérivé de Breakout, sauf qu'on a remplacé les briques par des extraterrestres avec des sales gueules, voilà, on le voit là, qui valent des points différents. La fameuse soucoupe volante vaut beaucoup plus de points que les autres. Le petit grouillot de base vaut 10 points, 20 points pour les seconds, 30 points pour les capitaines, etc. Et tout ce petit monde, regardez, il y a un extraterrestre qui amène les lettres, ça c'est quand même des super idées pour l'époque. Ils disaient pas beaucoup de moyens, mais ils arrivaient à faire des trucs de fou. Allez, je mets des crédits, un crédit. Je vais essayer de le one credit. On va essayer de faire au moins une vague d'assaut et de vous faire voir comment ça se passe. Alors pour ceux qui auraient vraiment jamais joué, moi je suis le petit canon en bas et je peux tirer sur les extraterrestres. J'ai un seul missile à chaque fois. Tant que j'ai un missile qui est à l'écran, je ne peux pas en tirer un deuxième. Donc ça réduit quand même considérablement ma cadence de tir. Et voilà. Et j'essaye de dégommer le maximum d'extraterrestres, sachant que ces crétins avancent en ligne, comme vous pouvez le voir. Dès qu'ils arrivent à un bord de l'écran, ils descendent d'un cran. Là, ils vont arriver à gauche de l'écran. Vous voyez, ils ont descendu d'un cran. Donc moi, ma stratégie, c'est de rogner les bords de façon à ce qu'ils arrivent moins vite au bord de l'écran. Voilà. Donc là, j'attends que celui-là... Oh, attention! Alors ça, c'est pas l'alarme incendie, c'est une soucoupe volante qu'il faut essayer de dégommer, qui vaut beaucoup plus de points et qui passe de temps en temps. Vous imaginez le bruit qu'il y avait dans les salles d'arcade à l'époque, avec que des jeux qui faisaient ce genre de bruit. Mais n'empêche qu'il y a cette espèce de musique, avec ce rythme qui s'accélère, ça fait un peu la musique des Dents de la Mer, écoutez bien. Ah voilà, la soucoupe volante, cette fois, j'ai essayé de la voir. Ah, encore raté, c'est dommage. Mais j'ai presque fini la première vague.
Et donc vous remarquez que ça va de plus en plus vite. C'est assez rigolo, c'est un truc qui n'était pas prévu au départ par le concepteur du jeu, monsieur Tomohiro Nishikado, qui avait vraiment qui s'est rendu compte que l'ordinateur, ça lui prenait beaucoup de ressources d'animer autant de bestioles à la fois à l'écran. Et moins il y avait de bestioles, plus l'ordinateur arrivait à les afficher vite finalement. Donc allez, prends ça. Ah non, je l'ai raté de peu. Et plus ça allait vite. Donc finalement, il a laissé ça. Et ce qui fait que ça augmente la difficulté au fur et à mesure du niveau, évidemment. Vous avez vu que je peux me protéger derrière des petits bunkers depuis tout à l'heure qui disparaissent au fur et à mesure chaque fois qu'un extraterrestre leur tire dessus. Ou si moi je leur tire dessus d'ailleurs, ça marche aussi. Ça les fait disparaître. Donc là, vous voyez que le rythme s'accélère. Le plus dur à avoir, c'est toujours le petit dernier qui reste. C'est celui qui est énervant. Putain, je suis pas mort encore, je n'y crois pas. C'est assez rare. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. C'est dur de s'y remettre. Alors voilà, le pire, le dernier, qui va aller super vite. Regardez, le petit salaud. Celui, on n'arrive jamais à l'avoir. Et comme je suis obligé d'avoir un tir, voilà, ça y est. Ouh, j'ai réussi ma première vague. Je suis très fier de moi. Voilà, les petits amis. Bon, je vais pas aller plus loin. Je pense que vous connaissez quand même Space Invader. C'était juste pour vous montrer que je pouvais finir une vague comme ça, les doigts dans le nez, sans perdre une seule vie. Pour une fois que ça m'arrive, je suis content que ce soit filmé. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et bonne soirée, Space Invaders. C'est vraiment dommage que t'aies éteint la lumière, Michel, parce que figure-toi que j'avais plein d'anecdotes croustillantes sur Monsieur Nishikado là-dedans, celui qui a inventé Space Invaders. Hein? Oui, t'es plus là, donc tu m'entends pas, d'accord. Figurez-vous qu'il est considéré quand même comme une des personnes les plus importantes dans l'histoire du jeu vidéo, du Japon et du monde. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le commencement. Putain, y a pas de lumière, je peux rien dire. じゃあよろしくお願いいたします。まず西門さんにお聞きしたいのが簡単な自己紹介です。はい。1944年に生まれました。日本の大阪で生まれました。西門さんは子供の頃どんな子供だったんですか？そうですね。小学校の頃は割とおとなしい子供でしたけども、中学になってですね、ラジオを作ったりそういうものづくりが非常に好きだって、高校に入ってですね、もう少し難しいそのアンプというんですかね、音楽を聴くようなそういうアンプを作りましてですね、で音楽を聴いてました。で大学に入ってですね、1年の頃はテレビの勉強を一生懸命してまして、2年ぐらいからですね、趣味のハワイアンバンドっていう音楽バンドを仲間でやった、楽しい学生生活を過ごしました。そうですね、東京で大学を行かされたと思うんですけども、実際は最初からエンジニアのつもりで行きたいと思ったんでしょうか、それともいろんな道があったんでしょうか？ものづくりが好きだったので、最初から電子のですね、そういう技術の学校に行きたいと思ってました。はい。で東京行くのにも抵抗はなかったんですか？それ大阪でずっと生まれて育ったわけですから。そうですね。ちょっと知り合いがいましたので、それを頼って東京で勉強するようになりました。はい、わかりました。でハワイアン音楽なんですか？バンドをやられて。そうですね、今はあまりないんですけど、ハワイアンバンドっていうのがありましてね、ハワイアン音楽がありまして、そのバンドで、みんなで活動してました。そうですね、コンサートとかそういうのまでやってたんですか？コンサートはやりませんけども、仲間内のコンサートをやってましたけども、あとキャバレーとかクラブとかでね、そういうので、アルバイトをしたりして、自然に稼いでましたね。そうですね、女性にモテたんじゃないですか？そうですね、割とハワイアンバンドっていうのはその当時女性にはモテましたね。はい、今のロックバンドみたいなもんですかね？ロックバンドはね、あの時はモテなかったです。格好が汚いのでね、ハワイアンバンドがモテるというので、ハワイアンバンドに入ったというようなそういうことですね。L'entreprise Taito Corporation a joué un rôle de premier plan dans l'histoire des jeux vidéo japonais, et on lui doit un grand nombre de classiques de l'arcade. Space Invaders bien sûr, mais aussi Operation Wolf, Arkanoid, Darius, Bubble Bobble, Chase HQ et tant d'autres. Fondée à Tokyo en 1953, la société a toutefois ses racines en Russie. Le fondateur de la société est en effet un homme d'affaires d'origine russe, Mikhail Kogan, dit Misha.
Kogan naît à Odessa en 1920. Sa famille fuit à l'Est pendant la révolution russe et s'installe à Harbin, en Mandchourie. En 1931, la Mandchourie est envahie et annexée par le Japon. Kogan, dont la famille est de confession juive, se retrouve au cœur du plan Fugu, une opération visant à aider les réfugiés juifs russes à s'établir en Mandchourie et à Shanghai afin de solidifier la position japonaise dans cette partie du monde. On ne va pas rentrer dans le détail du plan Fugu dans cette émission, c'est une histoire passionnante mais qui serait un peu longue à résumer. Toujours est-il que Kogan grandit en contact constant avec des ressortissants japonais, et à 19 ans, il met les pieds au Japon pour la première fois. Il part faire ses études d'économie en 1939 au sein de l'université de Waseda. Il revient au Japon au début des années 50 et s'installe à Tokyo. C'est là qu'il fonde en 1953 Taiyo Boeki, qui dans un premier temps vend de la vodka, et commence bientôt à importer des distributeurs de cacahuètes, des jukebox. Dans les années 60, Taiyo Boeki s'intéresse aux jeux de foire et commence à produire des machines pour ce marché. Il ne s'agit pas encore de jeux vidéo à l'époque, mais plutôt de jeux électromécaniques de type UFO Catcher. En 1972, Taiyo Boeki devient Taito Corporation. L'année suivante, la société ouvre une filiale américaine et surtout distribue son premier jeu vidéo d'arcade, et les Pong. Il s'agit en réalité de PCB de Pong directement achetés à Atari, mais distribués au Japon. Ce n'est que l'année suivante, sous l'impulsion de Nishikado Tomohiro, le futur créateur de Space Invaders, que Taito devient le premier éditeur japonais à créer son propre jeu vidéo. Il s'agit de Soccer, une version améliorée de Pong. Au cours des années suivantes, Taito va proposer une multitude de bornes à thématiques souvent sportives, par exemple le basketball et speed race, qui sont également des jeux conçus par M. Nishikado. Space Invaders verra quant à lui le jour en 1978, marquant le début de ce que les historiens de la préhistoire nomment l'âge d'or du jeu vidéo d'arcade nippon. Le déplacement du marché vers les machines de salon est le début du déclin pour Taito, malgré une tentative de proposer sa propre console en partenariat avec la chaîne payante WoWo. Annoncée en 1992, la console WoWo ne verra jamais le jour. Au cours des années 90, la société ferme ses filiales américaines, canadiennes et européennes pour se recentrer sur le marché japonais. Elle entre également en bourse et tombe dans l'escarcelle de Kyocera, contraction de Kyoto Ceramics, un géant de l'électronique et des télécommunications. Au début des années 2000, Kyocera fusionne Taito avec sa branche Kyocera Multimédia afin de se lancer sur le marché du jeu mobile. En 2005, Taito sera finalement racheté par Square Enix, dont elle est désormais une filiale. Comme je sens que ça vous intéresse, je vous explique. Taito en japonais, ça s'écrit avec le caractère de grand, large, et celui de l'Est. C'est le Grand Est en quelque sorte, l'opposé du Far West. Mais les extrêmes parfois se rejoignent, comme papa et maman. Et à l'époque, c'est un peu le Far West dans l'univers du jeu vidéo. On se gêne pas pour se repomper des concepts, les uns aux autres. Tout le monde trouve ça normal. Et c'est ainsi que le premier jeu vidéo de Nishikado s'est retrouvé avec une bonne grosse copie de Pong, tiens, au KLM. Et ça, il va nous l'expliquer lui-même. On t'écoute. そうですね。じゃあ音楽とテレビとかそういう電子部品の勉強をされてたわけですけれども、入学はどこでされたんですか？入学というか、入社？入社ですか。はい。一番最初には。入社最初はオーディオって言ってオーディオの会社に入ったんですけど、1年ぐらいで辞めましてね。辞めたんですか？辞めたんですね。それはどうしてなんですか？やっぱり自分の思ったような職場に設計みたいな開発みたいな仕事したかったんですけども、それができなかったので1年でちょっと辞めてしまいました。辞めたんですけども、ご家族がどんな反応をされたんですか？そうですね、家族にはちょっと言ってなかったんで別に反応はなかったですね。はい、わかりました。で、その次には何かお考えがあったんですか？そうですね、次どうしようかなと思った時ですね、その前のオーディオに会社行ったですね、先輩がですね、実はタイトの子会社のパシフィック工業というところにいたんですよ。で、私もちょっと次の仕事を探している時にですね、先輩と会いましてね、でそれでうち来ないかということだったんで、よくそのゲーム業界ってのよく分からずにですね、その先輩がちょっと前の会社で可愛がってもらったので、その先輩に慕ってですね、その会社入りました。で、よく分からず、当時はテレビゲームなかったわけですけれども、その先輩の方に偶然お会いして、で、うちに来ないかという話だったんですけれども、じゃあ実際はどんなものをするのかっていうかよく分からずに面接を受けたんでしょうかね。そうですね。ただ私は高校の頃ですね、ドライブゲームがミニドライブっていうそういうゲームがあったんですけども、
その話をですね彼がそういうのを作ってるというのを聞いてですね、大体そういうゲームを作ってるんだなというのがイメージが湧きましてね、ちょっと面白そうだなと思って入りました。なるほど、わかりました。で当時はそうですね、そのドライブゲームというのはどんなものなんですか？テレビゲームではないと思いますけれども、あれは67年68年あたりですからね。そうですね、68年ぐらいですから、いわゆるメカニカルという機械仕掛けのそういうゲームがほとんどだったんで、最初は私もそういうゲームの開発を始めました。でパシフィック工業というさっきお話を伺いたんですけど、対等ではないですか？対等のね 100% 子会社のいわゆる開発専門の会社ですね。なるほど。じゃあ対等は販売する立場にあって、でパシフィックは開発する。ですね。なるほど。最後一緒になって我々も対等の吸収されるんです。それは後ですよね。その後ですね。なるほど。で当時パシフィック工業ってどんなところなんですか？どこにあったんですか？横浜のですね、ちょっと外れたところにありましたですね。汚い会社でした。汚いというのは例えばなんだろう、建物がボロボロだとかそうですね。そう新しく建てた会社じゃなくて、前の会社を買ったっていうんですかね、引き継いでやったので、非常にボロい会社でですね、夏はもう冷房ももちろんないし、ないですか？冬は寒いしというようなそういうちょっと過酷な場所でした。特に冬はきついと思うんですけど、細かいハンダ付けとか必要じゃないですか。細かい部品を扱うわけですから、組み立てとか、そうするともう手が冷たくて仕事できるにならないじゃないですか。でもまだ冬はっていうか、そういう暖かいその暖房みたいなそういうあるんですけども、ストーブみたいなのあるんですけど、夏が一番大変ですよね。夏が一番大変。で扇風機とか回さない？扇風機は回しててもあんまり関係ないですね。そうですね。なるほど。でパシフィックで入社されて、いきなりゲームの開発になったんですか？いや、最初は開発じゃなくてですね、最初は組み立てとかですね、検査とかですね、結構その下積みというんですか、そういう仕事をですね、1年近くやりましたね。それが研修のような研修ですね。ちょっと研修長かったんですけど、でも開発じゃないので途中に嫌になったようなこともあったんですけど、その先輩の紹介で入った手前もあってですね、もうちょっと頑張ろうと思って結構頑張りました。なるほど。で組み立てってどんな様子なんですか？その当時やっぱりなんかチェーンになって組み立てるようなものなんですか？そうですね。一つの、そういうユニットをですね、機械のメーカーゲームのユニットをですね、ドライバーで回して一つこうユニットを作って、それを隣の人に送って、その人がまた次のユニットを組み立てるという、そういうような。当時はどのようなゲームを組み立てたかなんか覚えありますか？ペリスコープっていってこういう潜水艦のゲームでですね、こう覗いてこう落とす宇宙ゲームがあったんですけど、そのユニットを組み立ててましたね。それが記憶に残ってらっしゃるわけですね。残ってます。わかりました。でその後しばらくしたら開発にも移されたわけですけれども、一番最初に取り掛かった作品を覚えてますか？開発はですね、入って取り掛かったのがスカイファイターという飛行機の戦闘ゲームですね。それが一番最初に取り掛かりました。アイディアはどういうふうに思いつきましたか？スカイファイター。そうですね、昔からそういう戦争ものが私ちょっと好きだったもんですから、で戦闘ゲームがあまり飛行機の戦闘ゲームがなかったもんですから、ぜひやってみようと。でリアルなちょっと戦闘ゲームを作ってみようと思いました。リアル、すごいですね。ビデオゲームはまだその頃まだ存在してないので、想像つきにくいんですけれども、リアルなエレメカ飛行機が飛ぶような、どういうふうにそういう実現できるんですか？そうですね、一つはミラーを使いましてね、画像を合成するという、空の映像とその飛行機を画像合成するというテクニックなんですけど、その飛行機は模型の飛行機を使ったものですから、非常に立体感がありますよね。でそれと空が合成して、空が飛行機の後ろにこう見えるようにしてですね、こうちょっと覗くとですね、飛行機が空を飛んでいるような、そういうような仕掛けというのを作りました。仕掛けですけども、例えば先ほど言ってました飛行機の小さな模型版なんですけども、なんか糸をぶら下げたりとか、そういうのシステムなんですか？糸じゃなくて、一応固定してるんですけども、後ろはブラックの光が見えないような、飛行機だけが浮いて見えるように上からスポットライトを当てましてね、そういういろんなちょっと細かい仕掛けをして実現しました。すごいですね。で周りどんな反応されたんですか？周りからの評判良かったですね。営業も良かったし、
最終的に製品もヒットしました。じゃあ大ヒットされたじゃないですか。ええ、おかげさまで、はい。わかりました。で、スカイファイター2というのも出たと思うんですけれども、そうですね。それも同じゲームなんですか？何が違うんでしょうか？今ねヒットしたというのは実は2なんですね。1はヒットしてない？ 1はあまりヒットしてないですよ。はい、1はですね、覗くとですね、全体が空に見えるような、そういうような結構立体感があるやつなんですけども、圧力ありそうですね。はい。ただちょっと横幅が大きすぎてですね、普通のエレベーターに荷物のエレベーターに乗るんですけど、普通のエレベーターに乗らなくてですね、でちょっと失敗しまして、ピンチですね。そうですね。ですからゲームロケーションも1回しか置けなかったとか、そういう限定されてですね、大きいエレベーターのない会場だったら取り入れられない。それがちょっと失敗しまして、幅を小さくしてくれと営業に急遽言われましてね、で小さくしたんですけども、そうすると横のそういうスクリーンがもう前だけのスクリーンなんで少し視野が狭いんですけど、非常に不満だったんですけども、それが逆にたくさん数が売れたんですね。なるほど、はい、いやすごい面白そうですね、残念ですね。残念ながらもう存在していないという話を聞くんですけれども、1と2両方もうないんですか？もう1はもうほとんどないんですけど、1は2はですね、ちょっと行くとこ行けば見れるが1台ぐらいありますね。はい、わかりました。でその他にエレメカゲームというのはどんなものを作られたんですか？そうですね、その後もう一個ボーダーラインといいましてね、それも飛行機の戦闘ゲームなんですけども、それはアメリカのゲームが土台になってましてね、それをちょっと改良したという感じなんで、私としてはオリジナルじゃないので、メカゲームではスカイファイターだけしか私は自分ではいいなと思ってはいません。はい、わかりました。でその後テレビゲームになるんですかね？その後すぐですね。すぐって1年ぐらいしてからですかね、テレビゲームのポンが入ってきましたね。ポンは72年の終わりにそうですね、アメリカで出たというふうに言われるんですけども、日本にいつぐらいになってから出られたんですか？日本に入ったのはやっぱりすぐ入ってきましたので、70年の暮れぐらいにはもう入ってきたと思います、ね。あ、そうなんですか。はい、でいきなりゲームセンターにたくさん出たっていうことなんですか？どんなふうに初めてポンと出会ったんですか？それはですね、研究所に1台入ってきたんですけど、はい、営業はちょっと見に来ましてね、はい、でもうこれ売れませんということでそのまま帰っちゃったんですよね。売れない、ポンが、後から私たちも簡単にね言えるんですけれども、当時はそれなりに売れないと思った理由があったと思うんですけど、ありますあります。それはね、それまでスカイファイターもそうですけどメカゲームだったんで、はい、中開けると機械がガチャガチャガチャ動いてですね、重量感があって、非常にもう高いというようなイメージがあるんですけど、ポンはこう開けるとですね、モニターが1個ですね、テレビのモニターがあって、こういう基板が1枚あって中ガラガラなんですよね。空っぽですね。空っぽなんです。あと、売り値がほとんど変わらないということもありましてね、でこれじゃあオペレーターがですね、営業の人ですね、ユーザーじゃなくてプレイヤーじゃなくてオペレーターがこれは買わないだろうと、すごい話ですね。すごい話ですね。これはもうダメだろうってことであまり関心なくてですね、私のそばにしばらく1ヶ月ぐらいからそれぐらい転がってましたね。転がってたわけですけれども、でもクリエイターとして技術者として、やっぱりこれ面白いと思ったんですか？思いましたね。仲間内でも遊んでなんでこれやらないんだろうと思ってやってたんですけどね。上司の方間違ってるという印象もあったんですか？それとも仕方ないなって思ったんですか？ちょっと仕方ないな、営業がやっぱり一応決めるので、会社の中の技術者はみんな面白いって思ってたんですけど、とにかく営業の方はですね、ちょっとこれは売れないなということを。わかりました。でも最終的には僕の記憶の中で台東はエレポンという機械を出したんですけども、ポンをじゃあ売れないと思ってそれでもエレポンが出たんですけど、その途中に何かあったんですか？それはですね、他社がですね、その同じやつをやっぱりあたりから入れてですね、ロケーションテストってテストしたんですよね。そしたらセガですよね。セガですね。そしたらすごくインカムも良かったんです。その情報が営業を聞きつけてですね、でうちもやってみようということで、同じようにロケーションテストしたら、同じようにインカムも良かったので、大当てしてですね、これをやろうということで、エレポンが生まれました。これ日本におけるテレビゲームの初めですけれども、誕生なんですけど、面白い話ですね。でじゃあ慌ててその会社にあったポンをすぐに箱だけ変えて、エレポンとして出すわけですけども、中身は全部自社で作られたんですか？それとも。いや、中身はあたりから入ってそのままボードを
仕入れてですね、あと筐体だけで箱だけを作ってですね、はでエレポンという形で売り出しました。なるほど、それがヒットするわけですか。そうですね、同じようにやっぱりインカムが良かったですね。なるほど。ただ関われてるんですかね、そのエレポンとかには。エレポンはほとんどもう基板買ってきてするだけで、開発の入る余地はないので、製造だけで全部終わってますね。わかりました。そうですね。で日本のテレビゲームを一番最初に作られた方として名の高い西門さんですが、それでサッカーというものになりますけれども、そうですね、ポンとサッカーの間にもいろいろ多分頭の中であったと思うんですけれども、自分が作りたいきっかけとかっていうのはあったんですか、それとも。私はですね、そのポンを見た時に、もうこれから私もビデオとテレビを学生時代研究してましたので、確かにこれからもう絶対テレビの時代になると思ったので、はい、これからテレビゲームの時代になると思ったんですよ。で、そのあたりの基盤をですね、解析しましてね、で結構時間、3ヶ月以上かかったと思うんですけど、どういう仕掛けで動いてるかっていうのを全部解析、ものすごいそれが時間かかったんですけども、それこそもう寝ないぐらいで頑張って解析しました。でも注目したいところに一つあってね、当時のことですね。我々、私たちはテレビがあって当然な世代で生まれたわけですけれども、やっぱり将来を感じたっていうのはすごいポイントそこにあると思うんですよね。当時70年代の始まりですから、テレビっていうのはまだそんな普及はしてないんですけれども、やっぱりブームだったんですか、テレビ。そうですね、オリンピックも終わった頃だったので、テレビが時代になると私は感じてましたね。なるほど。でテレビがブームになってみんな欲しいわけですし、でそれにしかもテレビを使って遊べるっていうものはやっぱり将来を感じたんですね。私もそのテレビでゲームができるっていうのを見て非常にショックでした。感動しましたね。こんなのでゲームができるんだ。すごいですね。どこの会社の、キャッチフレーズだったか忘れましたけれども、見るテレビから遊ぶテレビへっていう、昔そういうのがあったんですけれども、まさにそれですよね。そう感じましたね、その時は。なるほど、面白い。でサッカーを作ったきっかけが、自分感心して、3ヶ月間解析して作られたわけですけども、ポンといろいろ違うと思いますが、どこがオリジナリティあると自分が一番感心してますか。その頃ポンに似たようなゲームがですね、いっぱいアメリカも出たんですよ。それだと、パドルが2つだとですね、同じようなゲームになるので、パドルを2つにしてですね、まずゴールを作ると、サッカーというイメージでゴールを作ってですね、そこにゴールキーパーとアタッカーを2つ入れて、それを同時にお互いに動かして、でスピード感を球をポンよりもスピードを上げてですね、でちょっとポンとですね差別化をしようというのでサッカーを作りました。なるほど。でそれが世の中に同じ年ですね、73年に出るわけですが、で次にはどんな作品関われたんですか。次はですね、同じスポーツものなんですけども、ズバリバスケットボールというゲームを作りましてね、でそれは私ゲーム作り手が一つずつ何かを改良していこうとして、前と同じじゃなくて何かつけていこうと思いました。でその時はですね、プレイヤーはそのパドルじゃなくてですね、人型の形にしました。ちょっと当時はハードウェアでゲーム作ってたので、ちょっと大変だったんですけど、回路が。あともうちょっと大変なのはネットはですね、ゴールですよね。ゴールを本当にゴールらしく作るのにも、それもちょっと時間かかったんですけども。そうですね、これまでラケットとボールだけだったので、あとは頭の中で想像するしかなかったんですけども、バスケットボールでもしかしたら初めてこれバスケだなってすぐ一目で分かりますよね。グラフィックにちょっとこだわってですね。そうですね。で今おっしゃったことも大事だと思うんですけれども、今のようにプログラミングとかですぐになんかいろいろ変わるわけではなくて、当時はプログラムとかそういう CPU というものはまだ存在してないわけですから、部品を合わせることによってグラフィックが変わるっていうことですね。そうですね。だからもうかなり回路がちょっと時間かかって大変な設計するんです。そうですね。あとはバスケットボールもアメリカのスポーツなんですけれども、アメリカでも出したんですか。アメリカでも出しましたね。アメリカタイトアメリカもありましたし、アメリカの会社を通してでも出しましたね。いやすごいいい作品ですね。遊んでみたいと思いますけれども、1台ぐらいしかちょっと私見たことないので、それしか残ってない。残念ですね。で次になんかスピードレースなんですけれども、やっぱりなんだろう、
これまでボールスポーツゲームばっかりだったじゃないですか、はいまあ、サッカーとかバスケットボールそうですね分かりやすいネーミングなんですけれども、はいはいそれから脱出しようと。そうですねなんか違うゲームを作ってみようと思ってですね、で私がさっき言った高校の時高校時代に遊んだですねミニドライブっていうそのドライブゲームがあったんですよ、はいはいまあ、それはスピード感がないんですけどもそれを一つテレビにしてみようとなるほどでそれをまあ実現したのがまあスピードレースですね。でもスピードレースがすごいと思うのがやっぱり固定画面から動く画面にっていうのがすごく革命的だと思いますね、まあ、いわゆるスクローリングの誕生なんじゃないかなというふうに言われるわけですけれども、スクローリングの発明によってもうゲーム変わったと思いますけれども、それ実感ありますか？あまり意識してそれをスクロールを作っそういうのを意識してスクロールを作ったわけじゃなくてですねそのミニドライブゲームっていうのはそういうメカにあったドライブゲームをですね実現するためにはもうスクロールしなきゃできなかったので、まあ無意識にそうスクロールっていう回路を作りました。なるほどすごいですね。でも本当に面白いゲームでその後シリーズとか、まあ、どれぐらい人気があったんですか？そのスピードレースはですねかなり人気がありましてそれもアメリカでもちろん日本からアメリカにライセンスして作ったんですけども結構車の形がちょっと形らしくなってきてですねそうですね、はい、日本でもかなりヒットしたと思いますね。で周りのそうですね、上司の方々とかもどんな反応だったんですか？初めて見た時に。そうですね営業は非常に面白いとこれはいけるということでですね当時ポンとかサッカーはですねワンプレー50円だったんですけど、まあ営業はこれは100円の価値があるというふうに決めていただいて、ね、いきなり倍ですね。いきなり倍になるんですよ50円から100円ですから、で私はちょっとそこは無理じゃないかと思って、もう反対したんですけど、営業やってみようということでせっかくいいゲーム作ったのにそのお金ね高く取られるのでそれで多分遊ばれなくなっちゃうっていうリスク。そうですねそれがちょっと、とても心配したんでこっそりとですねちょっとスイッチをこう倒すとですね50円で2回50円のやつが2回できるというようなちょっとしておきましてね、いわゆるまあ50円にワンプレー50円にしたんですけど、そうですね、まあ多分営業には内緒でですね後になってちょっと問題になった時に実はというふうに言おうと思ってつけたんですよね。まあ、でも最後はそれは使わなくて済むようになったんですけどね。すごいヒットだったから100円でも遊びたいと、確かにボールとラケットのゲームばっかり遊んできた当時のゲーマーたちはもうあんないきなりすごいスピードで走り回る車らしきグラフィックのものがあるとすごい強い印象を受けるはずですよね。そうですね。100円でも出したいと思いますね。そうなんですよ。そうですね、営業の方に今度こそやられましたね。その時はまあ負けたと思いましたね。負けましたでもそのゲームは結構シリーズ化されてですね、2人用のとかですね、もう何作か後続いて私もそうですね4作5作ぐらいはそのシリーズを作ってますね。なるほど。その後はまた後輩が作ったので、結構長くスピードレースのシリーズは続きましたね。そうですね、スピードレースは革命的だったんですけどその次の作品も結構すごいというふうに印象を受けたんですけども、それはインターセプターですよね。インターセプターはどういう発想で思いつきましたか？インターセプターっていうのはですね、ズバリ私が作ったスカイファイターのですね、ビデオゲーム版なんですけども、それも一つ一工夫を入れましてね、キャラクターをスカイファイターは模型の飛行機なんですけども、ビデオのやつはですねそのアニメーションする小さくなったり大きくなったり遠くなったりってそういうのを入れたりですね、あと雲はですね少しぼかして雲らしくするとか、雲リアルですね、当時にしては。そうですね、だからちょっと映像に凝りました。でどうやってこんなもともと76年ですからまだグラフィックはすごいカクカクとするしかなかったんですけども、結構ぼやかしてたわけじゃないですか。それはどうやって？ぼやかすのはね意外と簡単ではわけじゃないですけどコンデンサーっていうのが入れましてね、画像をこうぼやかす、そういうのはちょっと私テレビの専門だったんで、簡単に回路はいいアイデアでしたね。わかりました。これがもしかしたら世界初の FPS じゃないかって思う方が多いんですけれども、実際そうじゃないですか？ちょっと私もわからないですけど、初めの頃だったと思いますよ。なるほど、わかりました。Mes chers enfants, je vous ai fait venir ce soir pour ce cours de rattrapage car dans l'entretien que Monsieur Nishikado nous a accordé, il a plusieurs fois fait référence à ses premiers jeux, les fameuses bornes et les mechas.
Or, vu que vous êtes encore de bien jeunes consoles, vous n'avez peut-être pas encore une vision très claire de ce que ça peut être. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer quelques images de jeux électromécaniques de l'époque. Oui, Vita. Bien sûr, on va essentiellement se concentrer sur les jeux et les mechas créés par Nishikado-san. Et tout d'abord, Sky Fighter, sa première borne réalisée en 1968. Sky Fighter est donc le premier jeu que Nishikado-san développe chez Pacific Kogyo. Comme il nous l'expliquait dans l'entretien, il a voulu créer un simulateur de combat aérien réaliste, avec un ciel qui défile et des avions à shooter. Et dans les faits, voici à quoi ça ressemble. Désolé pour la mauvaise qualité de ces images d'archives, mais ça reste encore assez impressionnant. Pong n'arrivera évidemment que quelques années plus tard, mais à cette époque, les enfants et les jeunes adultes s'amusaient donc sur ce genre de borne qui jouait sur les illusions d'optique. Pour quelques dizaines de yens, les joueurs avaient 1 minute pour éliminer le plus d'avions possible. Les avions ennemis opèrent un balai aérien sous nos yeux et il faut réussir à les placer sous notre viseur en dirigeant correctement le manche de contrôle. Oui PS4 ? Comment ça fonctionne ? Eh bien nous avons également pu filmer l'intérieur de la borne pour savoir quelle magie s'y cache. Comme vous l'avez vu sur les images du jeu, aucun fil ne retient les avions en plastique que voici. Nous avons été surpris de voir qu'ils ne faisaient même pas 2 cm de longueur. Ils sont juste affichés grâce à un ingénieux montage de miroirs semi-réfléchissants. Et quand ils sont touchés, la lumière qui éclairait un avion s'éteint, donnant l'impression que l'avion a disparu. Quant au ciel, c'est encore plus impressionnant. Nishikado-san a peint un ciel nuageux sur une grande feuille de celluloïd qu'il a ensuite fixé sur un grand rouleau de plexiglas transparent. Une puissante ampoule l'éclaire et projette de l'intérieur les couleurs du ciel, tandis qu'un moteur fait rouler le tonneau à grande vitesse. Toujours grâce au jeu de miroir, on a l'impression que le ciel défile sous nos yeux. Vous voyez, c'était donc ça les jeux électromécaniques que l'on trouvait dans les fêtes foraines et autres foires du monde entier à l'époque, avant les jeux vidéo. D'ailleurs, dans l'entretien, Nishikado-san nous a également parlé de Borderline, un autre jeu électromécanique sur lequel il a travaillé. Est-ce que vous voulez le voir ? Borderline est sorti en 1972. Il s'agit là encore d'un jeu de tir, mais qui utilise cette fois une mise en scène un peu plus classique. En effet, autrefois, pour simuler les décors, les constructeurs avaient généralement recours à des moulages en plastique peint. D'ailleurs, voici ceux de Borderline. Et comme vous pouvez le voir, un avion biplan arrive régulièrement de l'arrière de la montagne. Il est lui aussi représenté comme un hologramme grâce à un autre jeu de miroir semi-réfléchissant. Votre mission est bien entendu de l'abattre le plus de fois possible pendant le court laps de temps imparti. Et si vous y parvenez, vous constaterez que Nishikado a prévu une animation de chute avec un effet d'explosion vraiment très sympa compte tenu des moyens techniques de l'époque. Allez, pour terminer ce cours sur les jeux dits et les mechas, je vais vous montrer mon jeu et les mechas préféré. Bon, il n'a pas été réalisé par Nishikado-san, mais il est lui aussi signé Taito. Il s'agit de Speedrunner, un jeu de voiture sur tapis roulant, mais vous allez voir qu'il est autrement plus sophistiqué que les autres jeux du genre. Mais regardez plutôt. C'est impressionnant, non ? Et en fait, quand on regarde à l'intérieur de la borne, on découvre évidemment la même technologie que pour Sky Fighter, mais avec une petite voiture en plastique qui est secouée dans tous les sens dès qu'un choc est détecté. C'est drôlement malin et surtout, toujours très fun à jouer même 40 ans après. Voilà mes chers enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant que vous savez ce que sont les ancêtres du jeu vidéo, les Elemechas, je vous laisse retourner travailler avec la suite de notre soirée spéciale consacrée à Nishikado Tomohiro. Vous pouvez filer. Là où il y a des jeux d'argent, des organisations peu recommandables ne sont en général pas loin. Au Japon, ce sont les salles de pachinko et pachislo qui ont longtemps été associées au crime organisé, à savoir le yakuza. Il faut savoir qu'au Japon, il est interdit de parier de l'argent, sauf dans des cas de figure très précis, comme les courses de chevaux. Les billes gagnées sur une borne de pachinko ne sont donc pas échangées contre de l'argent, mais contre des prix. Ces prix, en revanche, peuvent ensuite être revendus à l'extérieur de la salle de jeu.
C'est à cette étape notamment que le Yakuza pouvait s'immiscer et profiter de cette revente pour faire du blanchiment d'argent par exemple, quand les gangsters n'obligeaient tout simplement pas les propriétaires de salles à leur donner une partie de leurs revenus. Et bien entendu, le Yakuza possédait également des salles de jeux illégales ou des casinos clandestins où parier de l'argent était possible. Le gouvernement japonais va lutter contre l'influence de la pègre dans les salles de jeu à partir des années 60 et jusque dans les années 90. Mais ce combat de la police pour nettoyer le pachinko va pousser le Yakuza à chercher d'autres business dans lesquels s'immiscer. Et quel nouveau loisir émerge dans les années 70-80 ? Gagner le jeu vidéo, et notamment le jeu d'arcade qui, grâce à Space Invaders, connaît à l'époque un immense succès. Dans sa biographie de Nishikado Tomohiro, Florent Gorge raconte des anecdotes passionnantes. Au début du jeu d'arcade, les fabricants de bornes devaient par exemple souvent traiter avec des individus peu recommandables voulant acheter des bornes en liquide et n'hésitant pas à recourir à la menace pour parvenir à leurs fins. Et les gangsters profitent également du fait que le jeu vidéo n'est à l'époque pas couvert par la loi japonaise contre le jeu d'argent. On voit alors se multiplier les salles d'arcade ouvertes toute la nuit où des prix sont offerts aux joueurs les plus performants afin de les encourager à mettre toujours plus de sous dans les bornes. En 1979, les principaux acteurs du jeu vidéo japonais, réunis au sein de la JAA, la Japanese Amusement Association, craignent que ces agissements finissent par donner une réputation trop sulfureuse aux jeux vidéo. Ils vont donc proposer une série de mesures pour lutter contre la récupération par la pègre du jeu d'arcade. Ces mesures seront d'ailleurs connues sous le nom Invader Gyokai Jishuku Sengen, la déclaration sur l'auto-limitation de l'industrie Invader. Les 4 mesures principales sont les suivantes. Interdiction d'installer des bornes dans des lieux sans responsable légal, interdiction aux mineurs de moins de 15 ans non accompagnés d'accéder aux bornes, interdiction aux mineurs de moins de 18 ans de rester après 23 heures, interdiction d'offrir des lots aux joueurs. Même si des critiques trouvent ces mesures insuffisantes, c'est un début. Le gouvernement japonais va emboîter le pas de la JAA et mettre en place une vraie législation sur les salles d'arcade. Officiellement, l'influence du Yakuza sur les salles d'arcade et de pachinko est aujourd'hui négligeable, sinon inexistante. Néanmoins, dans l'esprit du public, il y aura probablement toujours un petit doute. Par exemple, en janvier 2015, 3 coups de feu ont été tirés sur la maison de Satomi Hajime, le PDG de Sega Sammy. Sammy étant l'un des principaux fabricants de bornes pachinko, certains ont eu tôt fait de se demander si l'affaire pouvait avoir un lien avec le crime organisé, bien qu'aucun indice le laisse supposer. Bon bah nous y voilà. Dans quelques instants, mon ami Nishikado va nous expliquer comment il a conçu Space Invaders. Ce qu'il faut bien avoir en tête pour apprécier la performance, c'est qu'à ce moment-là, on n'est même pas encore dans la programmation avec un langage interprété. Non, pour faire un jeu vidéo, il faut être un génie d'électronique et fabriquer un circuit imprimé avec un astucieux agencement de composants électroniques qui permettra de répondre aux commandes du joueur et d'afficher les éléments sur l'écran. Oui, c'est un truc de dingue que personne ne referait aujourd'hui. でその後スペースインベーダーになるわけですけれども、いきなりインターセプターからスペースインベーダーに移るわけでもないと思うので 2年間ぐらいあるわけですから、何かその途中にあったんですか？そうですね、その前にブレックゲームっていうのはブレイクアウトっていうのはあたりから出たんですけども、それを見た時にですね、私も好きでハマったんですけど、ちょっと衝撃的というか、私はずっとグラフィックをこれからきれいにしていこうとしてたんですけど、ゲームってターゲットは箱だか四角だけでしたよね、昔のパドルみたいな感じで遊んでみて面白いというので、これはグラフィックだけじゃなくてですね、やっぱり面白いゲームってゲーム性っていうのが大切だなっていうのはそこでちょっと知らされて、ちょっとやっぱグラフィックじゃないというのがグラフィックが基本じゃないというのが分かりましたね。なるほど、当時からはそういう疑問はあったんですね、すごい分かりました。でスペースインベーダーは、どうやって生まれたんですか？そのブレイクアウトから衝撃を受けて開発が始まったと思うんですけれども、ブレイクアウトをベースにしようと私は思ったんですけども、それは一つは営業からですね、もうちょっとあれに超えるようなゲームできねえのかっていうのはちょっと冗談半分に言われて、私もそうだな、ちょっとこのゲームをちょっとベースにして何か考えてみようっていうのが始まりなんですけど、ですからターゲットがブロックが並んでるのと、インベーダーがこう並んでるのとちょっと似てるは似てますよね。ただグラフィックブロックは箱だけなんですけど、それにグラフィック入れればさらに良くなるんじゃないかなと思って、基本的なその遊びですよね、いわゆる今でいうストック性というんですかね、それを取り入れてですね、シューティングゲームを考えました。
ああ、シューティングゲーム、はいそうですね。で、もともとブロックだったわけですけども、インベーダーというすごい今ゲームを代表するようなキャラクターになるわけですけれども、はいいきなり最初からそういうインベーダーを思いつそうですねいてましたか？いや、初めはもういろいろターゲットを変えましてね、タンクだとかですね、あと船だとか飛行機だとかですね、いろいろ考えてやったんですけど、どうも動きがうまくいかなくてですね、じゃあイメージに合わなかったんですけど、ある時ちょっとじゃあ兵隊さんにしてみようと思ってやったんですけど、非常にスムースにいってですね、これだと思ったんですけど、当時の社長はですね、人は撃っちゃいかんというようなそういう言われましてね、じゃあさて困ったなと思って、じゃあ何にするかと。でも動きはやっぱり兵隊さんがいいんだっていう時にスター・ウォーズが当時アメリカで上映されるって、宇宙ブームだったんで、これからなるというのがあったんで、もう宇宙人すればですね、別に撃ってもですね問題ないだろうということでもう一気にそこでですね、問題解決したんですよね。はあ、なるほど。一気に問題解決しましたね。なるほど。で、そのイメージ的に確かに当時のことは私もわからないんですけれども、どんな頭の中でどんな宇宙人を想像してたんですか？そうですね。もう宇宙人っていうとなるとですね、私が子供の頃見たですね、ウェルズの宇宙戦争っていうのがあったんですよ。で、宇宙戦争ウェルズのですね考えた宇宙人っていうのはですね、タコの格好してですね、ちょっと有名なキャラクターなんですけども、じゃあそれをちょっとベースにしてみようと思って、作ったのが一番最初のタコみたいな大きなキャラクターなんですけどね。今だとロズウェルってご存知ですか？ロズウェルの宇宙人っていうかそういうのがあるんですけども、今それが代表的な宇宙人のイメージなんですけども、当時はそういうタコっぽいものが主流だったんですか？それしか頭にちょっと子供の頃の印象が強かったので、それで一番最初に有名なスペースインベーダーのキャラクターにつながったわけですね。でタコだったので、海の生物がいいかなと思って、イカとかですね、カニをちょっとデザインして、それをキセルってビットに落としたんですね。でカニはそうですね、横歩きしてるわけだからぴったりじゃないですか。ぴったり動きですよね。それも意識して考えたんですか？それは意識はしてなかったけど、後になってからカニは動きがそっくりだなという具合には自分では思いましたね。なるほど。あとはそうですね、インベーダーゲームの中で印象に残るポイントいくつかあるんですけども、一つがですね、タイマー性がなくなったんですけども、その代わりに物語性を持たせたわけですね。どんどん時間が経てば降りてくるじゃないですか。でそれがすごい面白いタイマーの新しい考え方じゃないですか。そういうどういうアイディア、どういうふうに思いつきましたか、そのアイディア？そうですね、ブロックはその固定だったんですけど、それだとちょっと味気がないので、少しずつ宇宙人が攻めてくるという、そういうのを取り入れました。でどうしてタイマーにすれば簡単じゃないですか。こうやって横だけ動くっていうシステムもあったじゃないですか。そして90秒ぐらい遊べるみたいな。それあえてしなかったのが面白いと思うんですけれども。一つでもですね、ブロックもそうなんですけども、最後に自分の持ち気が1個あってもですね、頑張ればいつまでも遊べると、時間性がない、いわゆるスリリングなところが良かったと思うんですよね。で初めはインベーダーも一個一個じゃなくてですね、全体にずっと動かして下がってこようと思ったんですけど、ちょっと処理のハードウェアの処理の問題でですね、一個一個実はですね、高速で一個一個送ってるんですよね。ですから一個消していくごとにスピードが少しずつ速くなっていって、最後の一個になるとすごく速くなるというのは、それは計算したわけじゃないけど最終的にそうなったので、これはいいなという。なるほど。結果的に良くなりました。面白い。でスペースインベーダーは最初からスペースインベーダーというネーミングだったんですか？いえ、最初は私はね、スペースモンスターズというスペースモンスターという名前をつけたんですよね。わかりやすい名前ですね。もう日本ではもう誰が聞いても分かる、イメージできるようなそういう名前でしたね。でも最終的にはスペースモンターじゃなくスペースインベーダーになったんですけども、それは何か理由あるんですか？それはね、多分ね、本社の営業、特に貿易関係ですかね、海外の貿易関係の人がやっぱり海外にも通じると思ったんでしょうね。ちょっと下の顔面の名前で、私は非常に気に入らなくてですね。気に入らなかったんですか？反対したんですけども、最終的には本社の意向で押し切られましたけど。スペース、確かにインベーダーっていう言葉あまり日本だとあまり通用しなそうですね。でモンスターの方が良かったのかもしれないですね。どうですか？良かったと思いますね。今でもそう思いますか？そう思いますけど。なるほど、分かりました。反対されたけども最終的にはそうですね、インベーダーズになったんですけれども、
じゃあ一番最初にみんなのそうですね、いきなりそうですねスペースインベーダーが出た時にすぐに人気が出たんですか？それどんなみんな反応されてたんでしょうか？実は発表会みたいなのがありましてね、発表会、6月に1978年6月に本社で発表会があったんですけど、オペレーターの方が来てですね、一応そこで販売したり契約するんですけども、ほとんどあんまりそんなに売れなく、いくらか売れたと思うんですけども、そんなに売れなく、他の機種に比べて売れなかったんですよね。そうですね、その発表会っていうのはスペースインベーダーだけではなくて、他にいろも出んなもてました。のも出た、エレメカもまだ含まれてエレメカはないですね。もうないですね、テレビゲームだけ。シューティングゲームもありました。タイトにはまだ他にはゲームを発表するような。ありましたありました。なるほど、でスペースインベーダーはその一つだけどあまり注目は見なかった。そうですね。それ意外ですけど、それはどうしてなんですか？他にゲームもあってシューティングもあったんですけど、それはタイマー制ですよね。3分でいくら、今までのずっと流れのゲームなんですけど、スペースインベーダーはいわゆるストック制というか、自分の持ち機があってそれがなくなるとダメなんですよね。で結構オペレーターっていう方は年配の方なんで、今までのゲームにはタイマー制は慣れてるんですけど、新しいタイプのにはですね、こうどうやって宇宙のかなとしてるうちに手引きが攻めてきてですね、どんどん自分のやられちゃって、もう下手な人はもうそれこそ10秒ぐらいで10秒かそれぐらいでやれるんで、もうこんな難しいのをですね100円取られて10秒で終わってっていう、これ世の中に出したらですね、お客さんからクレームが来て、クレームっていうかもう誰も遊んでくれないというのが一番大きな理由だったと思いますね。なるほど、じゃああまり世に出回らなかったっていうことになるのですか？そうですね、販売は少なかったんですけど、大体ロケーションがいっぱいあったので、そこに何百台か入ったと思うんですよね。なるほど、どれぐらいのオペレーションというかゲームセンターっていう言葉まだないと思うんですけど。そうですね、ゲームセンターって言ってたかどうかと思います。そういうロケーションがありましてね、ちょっと分かりませんけど相当な数あったと思いますね、当時は。そこに何台か1台じゃなくて3台ぐらい入れてたと思うんで、そこから火がついたという。すぐに火がつきましたか？そうですね、私3週間ぐらい出荷してから3週間ぐらいにですね、ちょっとバグが出たということでですね、ちょっとあるロケーションに行って、修理行ったんですよ。そしたら、そこの店長さんがですね、すごくインカムが良くてですね、もうコインボックスもあっという間にいっぱいになるよっていうそういう情報を聞きましたね。それでこれもしかしたらいけると思ったんですね。その時はじゃあいけるんだなと思ったんですね。でもその前からですね、オペレーターとかですね、営業のちょっと年配の人には受けが悪かったんですけど、仲間内で遊んでる時開発の結構みんな面白いと言ってくれたので、多分若い人には受けるゲームだったんだと思います。なるほど、年配の方にはちょっと分かりづらいところがあって、で若者たちがあえてそれが面白いと。そうですそうです。そのポイントはどこにあると思いますか？そうですね、やっぱり1個でもですね、最後の1個残ってもいつまでも遊べる、いわゆるそういうスリルなゲームだったんで、若い人はまたそんな難しいんじゃなくてすぐ遊び方に慣れるので、それが良かったんじゃないかなと思いますね。なるほど、面白いですね。はい、わかりました。でスペースインベーダーは日本ですごいブームになるわけですけれども、ゲームセンターがその頃から始まったというふうにあちこちに読むわけですが、インベーダーハウスというものは何でしょうか？これインベーダーハウスってどんなものなんですかね？ゲームセンターは他にもあったんですけど、インベーダーハウスっていうのはインベーダーに特化したとか、インベーダーだけしか置かないようなところ、ある喫茶店を潰してですね、そこ全部インベーダーゲームを置くんですね。インベーダーゲームのために一つのそういうロケーションを作るというような、そういうところですね。そうですね、私も頭の中で、日本の、ゲーム歴史を勉強帳とかそういうのをやっていると、当時のインベーダーブームの時にみんなこうやって喫茶店で、テーブル筐体で遊んでたんですけれども、アップライト筐体ではなくこちらの方が主流だったんですか？初めはアップライトで出したんですけど、もうあっという間にもうテーブルが主流になりましたね。それはやっぱり喫茶店とかにとっても利益が出やすい、場所も取らずに普通のテーブルとかそう思えば2人ができますね。場所取らずに2人遊べる。すごい賢いそうですね。決断だと思いますね。台東は多分そのテーブル型始めたと思う、最初に始めたと思うんですけど、それはもう画期的だったと思います。画期的ですね。なるほど。で、インベーダーハウスがあちこち東京中とか日本中に
なるわけですけども、どれぐらい当時はブームだったか記憶にまだあると思いますが、どうですか？そうですね、もう聞いただけ、私はどっちかというと聞いただけの情報でですね、はい、現場にあまり見に行ってないんですよ。行ってないんですか？行ってないんですよ。インベーダーハウスも中開けたことないんで、写真でしか実は見てなくてですね、そうなんですか？どうも、なんかただ街歩くとですね、あの当時はインベーダーのそのピューピューという音がね、はい、あちこちで聞こえてきましたよ。はい、いいじゃないですか。それ自分が作ったゲームなので嬉しいじゃないですか。そうだけどサウンドだけはですね、はい、サウンドのそのピューピューと音はですね、印象的ですね。どんどんのと歩行音ありますよね、はい、あれは私が作ったんですけど、はい、発射音とか UFO の音はですね、ちょっと別のクリエイターが、はい、クリエイターがちょっと作らせたんですけど、後輩なんですけど。でその発射音を私は気に入らなくてですね、修正してくれと何回も言ったんだけど、本人は直さずにですね、あれで進んじゃったんですけど、どうもやっぱりその時もやっぱり OK 出してないので、ちょっと耳障りなことでですね、街歩いてるともう不愉快だなという思いは覚えて、それは印象で覚えてます。そうですね、確かに繁華街に行って、なんか当時歌舞伎町とかそういった繁華街はもうインベーダーハウスだらけだという話、もうそこ行くともうピューピューピューばっかりじゃないですか。街に行くとその音はもう聞こえてきましたよ。そうすると嫌な音だからもう逃げたくなりますよね。それは実はありましたね。はい、あんまり聞きたくないというの聞きたくない、でも不思議ですよ。自分の作ったゲームがあまりにもみんなに愛されて、その様子を見たくないすらあるっていうのはすごい不思議です。そうです、見たくないってわけだけど、はい、情報だけ聞いてればいいかなと、そういう人気があるよっていう情報を聞いて、それだけで満足はしてました。でその時は自分自身は何をされていたんですか？それはね、やっぱりスペースインベーダーのハードウェアっていうのは非常に能力が低いので、それをもう少し向上するためのそういう回路をですね、実は頭の中でもずっと何とかしなきゃいけないという、忙しかったんですね。はい、それを考えてましたね。で会社の方でもどうなんですかね、たくさん多分注文が来ててバタバタしてたと思うんですけれども、そうですね。でもいずれはちょっと飽きてくるかなっていうのも想定しましてね、パート2っていうのは実は私も考えてたんですけども、その当時から考えてたんですけども、ブームは結構そうですね、79年の頭ぐらいまではずっと続きましたね。そうですね、なるほど。で社会現象になるわけですけれども、社会現象といえば最近ポケモン GO っていうのも社会現象になって2ヶ月間ぐらいすごい騒いでたと思うんですけれども、スペースインベーダーズもっと長かったわけですけども、どんな子供たちにどれだけ愛されてたのかとか、問題になったとか記憶に残ってるものはどんなものなんですか？子供は子供ってお金ありませんよね。ですから、親のお金を盗んだりですね、したくて盗んだり、それは一部なんですけど、あと日本でいう5円玉って100円より価値が少ないやつがあるんですけど、それを周りを潰してですね、もう100円と同じような大きさにしてやったりですね、そういうちょっとインチキをやって、そういうのがごく一部なんですけども問題になりましたね。確かに名前は言わないんですけれども、ものすごい有名なゲームクリエイターの方がですね、この間ちらっとお会いしたんですけど、インベーダーの話をしていたら、彼も頃小学校高年生だったんですけども、彼も5円玉こうやって使ってで100円玉にやってましたと言ってました。大体それがお金がなくてね、困っててやりたくてしょうがなかったので、そうするしかなかったという。そうなんです。それが問題になったんですね。なるほど。で日本中から100円玉も消えたという話を聞くんですけど、やっぱり全部キャッシュボックスの中に詰まって、もう持っていく時間もないぐらいすごいスピードで入るわけですけれども、確かにそれがどうなんですか？実際にやった話なんですか？話だけは聞いてたんですけども、私自分の目で見たのはですね、本社に運んできたお金運んできたトラックがですね、後ろがズーンと下がってるのを見て、重そうに出ていったのをですね見て、結構お金積んでるんだっていう、そういう実感が一回見たことありますね。なるほどすごいですね。で、すごい作品を作られたわけだし、もう40年後今でもこうやって語られてるわけですから、すごい作品だけども、ご自身が社内ではステータスとか変わったりとかしたんですか？そうですね、一応昇格はしましたけども。昇格しました。昇格はしましたけども、あまり私はそういうちょっと管理職が苦手だったんで、現場ではやっぱりずっとやってみたいなという気はありましたね。すごいボーナスとかそういうのは受けて？いや、ボーナスはそんなに一応社長
っていうか表彰はされましたけど、金額はもう本当少ない金額で。あ、そうなんですか。あらら、なるほど、わかりました。Space Invaders, le jeu d'arcade mythique créé par Nishikado Tomohiro, est souvent considéré comme l'acte de naissance de l'industrie du jeu vidéo japonais, ainsi que l'ancêtre des shoot'em up modernes. Mais les extraterrestres aux sprites reconnaissables entre mille ont tenté plus d'une fois d'envahir la Terre. À vrai dire, Space Invaders a connu tellement de portages, remakes et clones que cet épisode de Retro & Magic se limitera aux principaux épisodes de la série. C'est donc en juin 1978 que Space Invaders envahit les salles d'arcade japonaises, puis du monde entier. Le principe du jeu est aussi simple qu'addictif. Des rangées de créatures extraterrestres balayent l'écran. Aux commandes d'une sorte de tank lance-missile, le joueur doit détruire tous les ennemis avant qu'ils n'atteignent le bas de l'écran. Mais plus il abat d'ennemis, plus ceux-ci accélèrent leur descente. Il doit donc faire preuve de tactique dans son carnage, d'autant qu'il ne peut tirer qu'un missile à la fois. Les envahisseurs de l'espace ont également des attaques à distance, dont le moindre contact est fatal pour le joueur. Celui-ci peut toutefois se réfugier derrière des barrières qui s'effritent au fil des impacts. De temps à autre, une soucoupe volante traverse le haut de l'écran. L'abattre rapporte beaucoup plus de points que les petits aliens, mais y parvenir peut mettre le joueur en mauvaise posture s'il n'est pas vigilant dans ses déplacements. L'une des grandes trouvailles et innovations de Space Invaders est son utilisation d'une bande-son continue. Inspiré par la musique des Dents de la Mer, le tempo de la musique, tel un pouls qui s'accélère, augmente au fur et à mesure que les extraterrestres progressent. Stressant et efficace pour communiquer le sentiment d'urgence et de danger. Rapidement, deux autres versions de la borne suivent et proposent soit un écran noir et blanc artificiellement coloré par le biais d'un filtre en celluloïd, soit un véritable écran couleur. Si le jeu n'était originellement jouable que seul, des réassorts de la borne permettront à deux joueurs de combattre l'envahisseur, pas simultanément, mais chacun son tour. L'année suivante, Taito et Nishikado réalisent Space Invaders Part 2, qui sera rebaptisé Deluxe Space Invaders aux États-Unis. Utilisant le même hardware que Space Invaders, cette nouvelle édition apporte malgré tout quelques nouveautés. Comme par exemple à partir du stage 4, où les envahisseurs touchés vont parfois se dédoubler. Ou encore lorsque le fameux ovni traversant l'écran tout en haut apporte avec lui des envahisseurs en renfort. Space Invaders Part 2 innovait également par la présence de petites scénettes animées entre les niveaux, préfigurant ce que l'on nommera plus tard cutscene. Ce n'est qu'en 1985 que Taito revisite sa borne culte avec un troisième épisode intitulé Return of the Invaders. Développé par Universal Playland, Return of the Invaders propose des graphismes et des sons plus élaborés, des envahisseurs entièrement redessinés et surtout une plus grande variété au niveau du gameplay. C'est ainsi que dans certains niveaux, les ennemis se déplacent en cercle ou que certains aliens peuvent renvoyer les tirs du joueur à moins d'être touchés à des moments précis de leur animation. Le quatrième épisode de Space Invaders sort en 1990 au Japon. Dans l'archipel, il se nomme Majestic 12 The Space Invaders Part 4, en référence à la théorie du complot selon laquelle un groupe nommé Majestic 12 aurait été formé en secret par le gouvernement américain pour surveiller les activités extraterrestres après le crash de Roswell. Dans le reste du monde, le jeu se nomme simplement Super Space Invaders 91, ce qui est quand même nettement moins inspiré. Comme son prédécesseur, Majestic 12 enrichit le gameplay typique de Space Invaders en dotant les envahisseurs de comportements toujours plus variés. Certains peuvent doubler en taille et former un bouclier pour protéger leurs camarades, d'autres vont au contraire se multiplier une fois touchés. Le décor d'arrière-plan de certains niveaux possède un scrolling vertical, comme pour donner l'impression d'être dans un shoot'em up. Et d'ailleurs, pour la première fois, le joueur peut obtenir des armes spéciales en abattant les soucoupes volantes. Le jeu est également ponctué par des affrontements contre des boss. D'une réalisation très soignée, Majestic 12 ne manque pas non plus d'humour, à l'image de ses stages bonus où le joueur doit défendre un troupeau de vaches menacé d'enlèvement par des soucoupes volantes.
1993 marque le 15e anniversaire de Space Invaders et Taito décide de marquer le coup en réalisant Space Invaders DX. Cette borne propose plusieurs modes de jeu. Un mode classique dans lequel le joueur peut s'adonner aux différentes versions de Space Invaders et Space Invaders Part 2, ainsi qu'un mode parodie dans lequel Space Invaders est relooké à l'image des autres séries à succès de Taito comme New Zealand Story, Darius ou Arkanoid. Il s'agit toutefois uniquement d'un changement cosmétique. Malgré les nouveaux sprites et animations, le gameplay reste quant à lui fidèle à celui de Space Invaders. Peut-être que le mode parodie de Space Invaders DX a donné des idées à Taito. Toujours est-il que la société décide de mettre en chantier un nouvel épisode dans la veine de Parodius ou Game Tengoku. Cet épisode sort en arcade en 1995 et porte le nom Space Invaders 95 Attack of the Lunar Loonies. Tout un programme. Si le jeu commence par un clin d'œil visuel aux sprites d'antan, l'ambiance est donc radicalement différente. Aux commandes de divers personnages tous plus mignons et étranges les uns que les autres, le joueur doit triompher d'une succession de niveaux graphiquement très variés et bourrés d'humour. On y retrouve les différents comportements d'ennemis de Majestic 12, de nouvelles armes bonus loufoques comme une boule de bowling géante, et bien sûr des boss à oxyre. Il est désormais également possible de charger son rayon afin d'éliminer jusqu'à 3 envahisseurs d'un coup. Très fun et joliment réalisé, Space Invaders 95 s'éloigne quand même beaucoup du style de ses prédécesseurs, et n'atteint pas pour autant les niveaux de folie d'un Parodius. On serait tenté de dire que par rapport au reste de la série, cet épisode expérimental fait figure d'ovni. En 1999 sort un nouvel épisode, cette fois-ci sur console. Sorti en Occident sous le nom Space Invaders tout court, le jeu porte au Japon le titre Space Invaders X. Développé à l'occasion des 20 ans de la série, Space Invaders X a la particularité d'avoir été réalisé par le studio américain Z-Axis et publié par Activision. On aurait pu craindre le pire, mais il n'en est rien. Si la direction artistique 3D n'a rien de très mémorable, le gameplay s'avère malin et bien pensé. Space Invaders X exploite en effet la notion de couleur. Si le joueur abat successivement 4 envahisseurs de la même couleur, il obtient une arme bonus permettant de nettoyer une ligne horizontalement ou en diagonale. Évidemment, plus le joueur avance dans les niveaux, plus il devient difficile de toucher 4 ennemis de la même couleur à la suite, obligeant le joueur à bien réfléchir avant de presser la gâchette pour ne pas perdre son bonus. Chaque niveau est donc un puzzle qui requiert de bons réflexes pour être résolu avant que les ennemis n'atteignent la surface. Évidemment, le joueur devra également régulièrement se mesurer à des boss souvent redoutables. Space Invaders X est donc une déclinaison intelligente du gameplay imaginé par Nishikado Tomohiro et s'inscrit parmi les meilleurs épisodes de la série. On ne peut malheureusement pas en dire autant de Space Invaders Invasion Day. Développé par Taito pour GameCube et PlayStation 2, Invasion Day transpose le gameplay de Space Invaders dans la rue. Après avoir choisi son personnage parmi 3 survivants de l'invasion alien, Justin, Ashley et Nadji, le joueur devra affronter les vagues de créatures se jetant sur lui dans des paysages apocalyptiques. Le jeu se prend très au sérieux, lorgnant peut-être du côté de Resident Evil et de Raccoon City, mais le résultat fleure surtout le nanar. D'autant que le gameplay reste globalement du Space Invaders avec une caméra à la 3e personne. Le joueur se déplace sur un plan horizontal, les ennemis arrivent par le fond de l'écran, et on retrouve même parfois la soucoupe volante qui traverse parfois l'arrière-plan et octroie des bonus si elle est abattue à temps. Malgré une grande variété d'ennemis, Space Invaders Invasion Day n'a vraiment que peu d'intérêt, ne possédant ni le charme des épisodes 2D, ni le game system ingénieux et tactique de Space Invaders X. Avant de conclure ce Retro & Magic spécial, mentionnons 3 autres jeux parmi les plus récents de la série. En 2008, Taito célébrera en effet le 30e anniversaire de Space Invaders avec un jeu original sur WiiWare, Space Invaders Get Even. Cette fois, le joueur prend le contrôle des envahisseurs, représentés par les bons vieux sprites en 2D, et doit parvenir à traverser les défenses terriennes. Ce titre original et réussi avait fait l'objet d'une critique sur No Life. 2008 verra également la sortie de Space Invaders Extreme sur PSP, Xbox 360 ou encore Nintendo DS, lui aussi critiqué sur la chaîne. Space Invaders Infinity Gene suivra en 2009 sur différentes plateformes de téléchargement. Possédant une direction artistique très pop et arty, ces 2 titres revisitent le genre de façon très hardcore, avec un gameplay basé sur l'enchaînement de combos. Assurément un bon trip pour les scoreurs amateurs de shoot'em up.
Au final, avec près de 40 ans d'existence, Space Invaders n'est ni plus ni moins que la plus ancienne série de jeux vidéo avec une actualité régulière. Et ce n'est pas un petit record. Voilà. Et bon, c'est pas tout ça, mais peut-être falloir que je pense à me barrer d'ici, moi. Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. En 1978, Space Invaders fait son apparition au Japon. Le succès du jeu de Taito est tel que de nombreux clones vont faire leur apparition également. Le phénomène prend une telle ampleur qu'un problème nouveau se pose dans le monde du jeu vidéo, la protection de la propriété intellectuelle. Alors, je ne suis pas juriste en propriété intellectuelle, donc ce que je vais vous raconter sera forcément un peu simplifié, je m'en excuse d'avance. Le fait est que la protection d'une création comme un jeu vidéo est soumise à des règles et des limitations, surtout que les lois sur la propriété intellectuelle sont très différentes selon les pays. Le problème, si on peut dire, c'est que la plupart de ces lois stipulent qu'on ne peut pas mettre un copyright sur une idée, mais on peut en revanche mettre un copyright sur l'expression de cette idée. Il est donc impossible de se réclamer seul détenteur des droits d'un type de jeu, sinon Mario aurait été le seul jeu de plateforme et Ultima le seul RPG. En revanche, il est possible de déposer un copyright sur des éléments spécifiques au jeu, comme le code, le game design, les noms, les personnages, les éléments graphiques et ainsi de suite. Taito ne peut donc pas empêcher ses concurrents de copier le gameplay imaginé par Nishikado Tomohiro, mais elle peut au moins protéger le design des sprites des Invaders, par exemple l'espèce de crabe dont elle fera sa mascotte. Ce design est encore à ce jour protégé par le copyright et une personne qui souhaite l'utiliser doit au préalable acquérir une licence auprès de Taito et sa maison mère Square Enix. Ce n'est pas parce que les Invaders sont des icônes du jeu vidéo qu'ils sont dans le domaine public, contrairement à ce que certains imaginent. Pour en revenir au sujet de la protection de la propriété intellectuelle, un cas de figure intéressant s'est produit en 1982. Midway distribue sur le territoire américain un clone de Space Invaders développé par Namco, Galaxian. Lorsque Bandai America réalise une copie portable nommée Beam Galaxian, Midway l'attaque en justice pour violation de copyright. La défense de Bandai America à l'époque sera de botter en touche en clamant que Galaxian ne peut faire valoir son statut de création originale puisqu'il s'agit d'un clone de Space Invaders. Sauf que le tribunal va estimer que non seulement les aliens insectoïdes de Galaxian sont suffisamment différents visuellement de ceux de Space Invaders pour être considérés comme une création à part entière, en plus, leur comportement en jeu est trop différent pour être considéré comme une appropriation du game design de Space Invaders. L'argument de Bandai va donc être rejeté. La situation inverse est également produite. En 1981, le jeu Asteroids d'Atari inspirera un clone nommé Meteors, développé par Amusement World. Atari fait un procès, mais le tribunal estimera que si Meteors a repris la même idée, celle d'un vaisseau naviguant dans un champ d'astéroïdes, l'expression de cette idée est suffisamment différente dans Meteors pour ne pas être considérée comme une infraction. Alors mon premier contact avec Space Invader, enfin celui dont je me souviens, en fait c'est l'écran Insert Coin. Parce que en fait c'était dans un restaurant, une sorte de grand self d'hypermarché, et puis il y avait une partie bar, et en fait il y avait les tables bar Space Invader et Pac-Man à côté, je crois. Et puis ma mère forcément elle était pas forcément hyper partante pour nous lâcher les francs nécessaires à faire nos parties. Et avec mon frangin, on restait mais un temps infini à regarder l'écran Insert Coin de Space Invader. Mais vraiment, enfin on était fascinés par ces trucs, ces monstres qui venaient et puis et la possibilité de tirer. Alors évidemment,
de temps en temps, une fois, pas toutes les fois, mais de temps en temps, on réussissait à grappiller 1, 2 francs, je sais plus combien était la partie pour faire une partie. Et là, vraiment, le truc qui m'a marqué, c'est cette accélération. Ce moment où on sait qu'on va perdre, hein, où tout va trop vite, où on sait qu'on a perdu, où on peut tirer, mais en plus ça tire pas assez vite, on martèle le bouton, ça tire pas assez vite, et là ils arrivent, ça va trop vite, et ce moment où on est un peu désespéré, parce qu'on a mis quelques pièces et puis on sait que c'est perdu à jamais, qu'il va falloir encore déployer des trésors d'ingéniosité pour récupérer encore 1 ou 2 francs pour faire une nouvelle partie. Mon souvenir sur Space Invaders, il date de pas mal de temps. Du coup, j'arrive plus à trop le situer dans le temps. Il faut savoir que mon père, alors déjà, je viens d'Ardèche, bon, tout le monde le sait, j'en parle beaucoup. Mais l'Ardèche, au niveau du jeu vidéo, on était c'était un peu un no man's land du jeu vidéo quand même. Hein. On était un peu en retard. Et mon père, en plus, travaillait à la mairie d'Annonay et il était au service balayage. Et tous ses amis étaient balayeur ou éboueur, et on peut pas dire que ça soit vraiment le meilleur endroit pour connaître le jeu vidéo. Et un jour, mon père me dit viens, on va chez un de mes collègues de travail qui a comme passion, après le balayage de rue, ce qui n'était pas forcément sa passion à mon avis, de réparer les télévisions. Il me dit viens, tu vas voir, on va peut-être trouver une télé pour toi et tout. Je fais bah ok, on y va. Et effectivement, le mec il était un peu chelou, un mec avec des pas coiffé, tu vois, un peu bizarre. Il vivait dans une baraque. Vraiment, c'était un village tout en pierre, sa maison. Donc du coup, tu t'attendais pas à trouver des tonnes de télévisions et une borne d'arcade. C'est-à-dire que quand on est rentré là-dedans, déjà il y avait des télés cathodiques de partout. Le mec, c'était une sorte d'inventeur qui réparait les télés et il avait réparé une borne d'arcade Invader. Donc, elle était dans son entrée, elle fonctionnait et on n'était pas obligé de payer. Et du coup, chaque fois que mon père y allait, je disais je peux venir avec toi? Et mon père, il parlait avec lui de trucs, et moi, je jouais à la borne gratuitement. Ça sera pas retenu contre moi, on est sûr. Hein. Il y a prescription. Parce que ça remonte à une époque peu glorieuse de ma jeune enfance où j'étais un peu délinquant, on va dire. Parce qu'effectivement, j'étais au collège, 3e, début des années 80, 81. Il y avait un petit café qui s'appelait le Diabolomande, juste à côté du collège, et on s'échappait, et il y avait un Space Invader qui était là, qui trônait pas très loin d'un Pac-Man, et c'est le Space Invader qui m'intéressait le plus. Et on avait une petite technique à cette époque pour ne pas payer nos parties. Je sais, c'est moche. On en avait 2. On en avait une qui était douce. Elle consistait à récupérer des pièces qui avaient la taille et le poids des pièces de 1 franc de l'époque. On mettait son doigt dans le monnayeur, en bas, on mettait sa fausse pièce qui retombait, puisqu'il y a une question de poids. On la bloquait avec notre doigt. Et d'un petit coup fin subtil, on la faisait remonter, elle passait dans le monnayeur et ça déclenchait l'achat d'une partie pour un prix dérisoire. Je sais plus ce que c'était, 1 centime, enfin bref, ça ne coûtait pas cher. Il y avait une méthode un peu plus violente, celle-là, c'était du high level, hein, c'était de la technique James Bond à l'époque. On était quoi, j'avais 14-15 ans, je crois. Celle-là, elle était un peu violente. Je pense que les fabricants de la plateforme ont dû couiner parce qu'on a dû leur bousiller leur bonne d'arcade. À l'époque, on avait des appareils pour allumer les cuisinières. Hein, il y avait des piles, on approchait ça du gaz, on appuyait, ça faisait un choc électrique. Et un de mes camarades avait remarqué que quand on s'approchait de la plaque électrique du monnayeur du fameux Space Invader, on allait un peu bricoler son appareil, on foutait un choc électrique, et ça nous enclenchait des parties. Et donc j'ai passé un moment à jouer à Space Invader, sans payer en fait. Alors Space Invader, moi je l'ai découvert en fait via un clone. Moi c'était mon tout premier jeu vidéo que j'ai eu, donc c'était en Noël 85 avec mon Amstrad. C'était un clone de Space Invaders un petit peu amélioré à l'époque, qui s'appelait Alien Break-In. Pour moi, c'est le souvenir d'un vertige parce que c'est la découverte d'un jeu vidéo à la maison. C'était mon premier ordinateur. C'est la première fois que j'avais un jeu vidéo qui m'appartenait, auquel je pouvais jouer quasiment autant que je voulais. J'ai encore le son dans la tête des vaisseaux spatiaux, etc. Et du coup, c'était un clone amélioré de Space Invaders. Le Space Invaders original, je l'ai découvert plus tard en fait. J'ai joué sur console un peu plus tard. Et moi, c'est vraiment par ce clone sur Amstrad. C'était ma première expérience de jeu vidéo à la maison. Et ouais, c'est un souvenir vraiment, vraiment marquant.
Alors moi, je jouais petit à une version spéciale de Space Invaders, la version existante sur Texas Instruments, qui était un vieux ordinateur TI 99-4A, et ça s'appelait TI Invaders. Et bon, c'était un portage assez fidèle du jeu. Et dans mon jeune âge, je me souviens de ce qui m'a le plus marqué concernant le jeu, c'était le fait qu'on puisse détruire ces bunkers, creuser une tranchée en fait avec son laser pour pouvoir tirer sur les invaders tout en restant protégé. Sacrifier une partie de ces boucliers pour pouvoir attaquer en restant à l'abri, je l'avoue, dans ma découverte du jeu vidéo, c'était un concept absolument fascinant. Alors pour moi, Space Invaders, c'est simple, c'est juste le premier jeu vidéo qu'on a eu à la maison. Au début des années 80, mon père a acheté un TI 99-4A, donc c'est un ordinateur de Texas Instruments qui a duré 2 ans ou 3 ans. Et dessus, il y avait vraiment pas beaucoup de jeux. Et on a eu 2 jeux en même temps, c'était Soccer, un jeu de foot pas terrible, et puis TI Invaders, qui était un clone de Space Invader. Très réussi d'ailleurs, j'ai revu des images en cherchant un petit peu, très sympa, alors qui était un clone mais qui reprenait les sprites de Space Invader, donc c'était vraiment pas embêté. Et donc du coup, alors moi j'y jouais pas trop parce que j'étais petit, c'était surtout mon papa qui y jouait. Et puis après, mon autre souvenir de Space Invaders, c'est Space Invaders Extreme 2, qui a été un remake fabuleux de ce jeu, quoi. Et du coup, c'est assez marrant parce que ça mêle à la fois mes souvenirs d'enfance, de vraiment quand j'étais tout petit, et puis un gameplay moderne très réussi, quoi. Alors j'ai un souvenir assez amusant avec Space Invaders. En fait, c'est parce qu'il s'avère peut-être que c'est le premier jeu vidéo console auquel j'ai joué. Je devais peut-être avoir 6 ans en fait, et à l'époque je jouais au football. Et je détestais le foot. Et si j'allais à l'entraînement en fait du village, c'est parce que j'avais un très bon copain à cette époque avec qui je passais ensuite les mercredis après-midi à regarder la télé, à boire des boissons sucrées, etc. Et puis un jour, il faisait très froid et il me dit « Ah, j'ai eu un ordinateur pour Noël ». Et à cette époque, quand on était enfant, bien sûr, on n'avait pas le mot console, il n'existait pas, on parlait d'ordinateur. Et donc je suis allé chez lui, et là il a sorti une Atari 2600 avec quelques cartouches. Le premier jeu auquel on a joué, je pense que c'était Space Invaders. On a fait des parties entières dessus et j'étais évidemment très très loin de me dire que 30 ans plus tard, j'écrirais la biographie du créateur de Space Invaders. Et voilà, il fait jour et je suis dehors. Allez, on se laisse pas abattre. On trouve un bar. Ah, qu'est-ce qu'on a pu faire comme connerie avec ce bon vieux Nishikado. Cette action vérité, là où il avait dû mettre son doigt dans mon... On n'arrive pas à lire. で、インベーダーブームがこうやって去るわけですけれども、その後何か作品いくつか作られたんですか？そうですね、スペースインベーダーがたくさん出ましてね、基板がボードが結構余ったんですよ。スペースインベーダーが少し人気が下がりましてね。でそのボードをあれはコンピューター使ってますから、プログラムを変えれば別のゲームができるんですよね。あ、確かに経済的ですね。はいはい。でプログラムを変えてくれという営業から要求がありましてね、もう私はさっき言ったように新しいそのシステムで次の新しいのを作りたかったんですけども、どうしても営業からそれを作ってくれないかと頼まれまして、ちょっと私も悪いかなと思って作ったんですけど、で何作か作りました。ルナレスキューとかですね、その頃はもう私一人じゃなくてちょっと後輩も入れて2人ぐらいチーム組んで始めましたけど。なるほど。それはローム交換っていうわけですけれども、そのローム交換、なぜそこまでこだわったんですか？やっぱりあまりにもたくさんの数のハードウェアが出回っていたわけですから、それを筐体
新しいハードウェア全部一気に、入れ替えないとすぐなんか筐体戻されるとかそういう心配があったからなんですか？なんで新しいハードウェア任せられずにロームだけにしたんでしょうか？経済だから。それは多分オペレーターっていうか業者からですね、もうこんだけ基盤が余ってるんだから捨てるのもったいないし、なんとかできないかと言って対等の多分営業の人たちに泣きついたというかお願いしたので、営業もじゃあ分かったということでもうそのオペレーターの要求に応えてですね、で、我々として技術としては非常に技術が遅れたんですよ、その1年か2年ぐらいは。その間もうナムコさんとか他社が結構いろんな新しいシステムでゲーム出して、我々は相変わらずその古いシステムでですねロム交換したんですけど、でもそれがかえってですね、対等がオペレーターからの信頼を得てですね、アフターサービスで対等のやっぱり信頼感が出てですね、結果的には技術は遅れたけどもオペレーション的には非常にいい結果に出たと思いますね。なるほど。確かにブレイクアウトが出た時に、それを超えるゲームを頑張りましょうみたいな流れになったんですけども、スペースインベーダーが出た時に他社もそれを超えようとするわけですよね。そしたら技術の面でも結構頑張って新しいものを開発しようとして努力されたと思うんですけれども、でそれと同時に対等はあえて同じハードウェアを再利用するわけですから、少し遅れたっていう話ですね。なるほど、わかりました。でも急に81年の頃にはもうビデオゲーム作らなくなったっていう話を聞いてるんですけれども。そうですね、それはちょっと会社の都合でですね、都合っていうか上の考えなんでしょうけど、ビデオゲーム、その時ももうビデオゲームじゃなくてまた新しい次の時代が来るんじゃないかというちょっと発想する人がいましたね、上司に。だからゲームじゃなくてですね、ビデオゲームアーケードゲームじゃなくてちょっと違うようなその技術を開発会社としてはやっていこうというような方針が出ましたね。未来開発っていうと言ったんですけど、そういう部署が新設されまして、西川とちょっとやってみないかということで、私は本当はずっとゲームやりたかったんですけど、同じ技術のことだからやってみようかということで、そこに移動しました。楽しそうですね、未来開発って名前を聞くと。名前を聞くと楽しいんですけど、結局会社はアーケードゲーム専門の会社ですから、いろんなものを作ったんですよ。ファミコン出る前にも家庭用のゲームをちょっと作ってみたりですね、で見せてみるんですけど、営業のはもうほとんど関心がないし、じゃあ没になるものが多い。そうですね。あとスポーツジムにあるようなそういうツールを使ってね、それをネットでつないでですね、プレイヤーがやったお客さんがやった時のですね回数とかその結果とか、あなたはだから若いですよとかそういうようなアドバイスするようなそういうのを作ったりですね、いろんな新しいシステムを作ったんですけど、ほとんどボツになりましたね。なるほど。で先ほど言ってたゲーム機、家庭用ゲーム機どんなものだったんですか？それはね、もう本当に初期のことファミコンよりも能力がもちろん低いんですけども、一応家庭用でできるようなカセット式のゲームなんですよ。で、一つの特徴はですね、電話回線使ってですね、プログラムをダウンロードできるという当時からですか？ただね、ものすごい時間かかるのでもう営業が見てなんだこんなもん使い物にならないもんって、確かに我々って技術をちょっと評価してもらおうと思ったんですけど、営業はもう実用性を考えてこんなもんは実用にならないと。確かに短いプログラムでもですね、30分ぐらい当時は330棒って言って電話回線で送ってたので、実用にはならなかったんですけど、でもこういうことできるよっていうのをアピールしてたんですけど、実験をしてたんですけど、すごいですね。であとはなんかそういう大型ロボットとかそういったものも作ったり。そうですね。どんな何をされてたロボットなんですか？最初我々やったのは小さなですね、字を書いたりするようなロボットとか、いわゆるアミューズメントロボットってやつなんですけども、それを作ってたんですけど、それが私の時はそれだったんですけど、私の後輩がですね、もうその部署を私まだ外れるんですけども、私にいたその後輩がですね、アミューズメントのちゃんとしたその対等のマスコットキャラになるような、そういう動いて皆さんになんか案内したりするような、そういうようなロボットを作りましたね。やっぱり普通のお店におもちゃとして出すようなロボットではなくて、そういうお店に置いて、マスコットみたいな感じですよね。ちょっと動いて声を出てですね案内したりするような、そういうようなロボットを何台か作りました。当時そうですね、80年代私もそういうのたくさん見た覚えがあります。雑誌でね、日本ではこういうロボットできましたみたいな雑誌にもしょっちゅう出てました。そういう開発されたわけですね。そうですね。それは私の基礎になってですね、また後の後輩の人たちが作り上げたという。なるほど。
でその次にまた移動されるんですけれども、開発からなんか管理職に移るわけですね。そうですね、その時はミレーツ開発の時は自分でもこうものを作ってたんですけども、いわゆるコンシューマーゲームですよね、ファミコンとかそういう部署にちょっと移動しましてね、でもその頃はもう自分で作るんじゃなくて、管理職というか、外部の人を使ったり、あとスケジュール管理とか、そういう、仕事ですよね。で、私はそれを聞くと、台東ファンとして、そして家庭用ゲーム機のファンとして夢のような話なんですけれども、楽しかったですか？全然楽しくないですね。楽しくない？全然楽しくなくて、やっぱり現場でやってみたいなって気があったんですけど、やっぱりちょっと現場と離れて、現場は現場でこう、技術者がいてやってたので、ちょっと何年かやりましたけど、非常に楽しくない時代でしたね。そうなんですね。でその後96年ぐらいに退職される。そうですね、やっぱり現場でやってみたいなっていう気持ちがありましてね、で一回自分でもう一回一からやってみようということで会社作りましたね。それが会社の名はドリームスっていう、ちょっと夢がいっぱいあるなというような、そういうような名前にしたんですけども、で一番最初のコンセプトはやっぱりじゃあ元に自分の、本来の姿に戻りたくてクリエイターというか。そうですね、一クリエイターとしていろいろ企画をしてですね、実はタイトの方に持ち込んでですね、で一応採用してもらってですね、制作して。どんなゲームなんですか？ポップンポップっていうパズルゲームみたいなゲームなんですけども、ゲームセンターにも出回って、ゲームセンターも出ました。プレイステーションもパソコンにも多分なったと思うんです。結構移植されたヒット作じゃないですか。そうですね、そこそこああいうテレはパズルゲームがちょっとヒットしてましたので、ルームに乗ってちょっとやりましたね。で会社も大きくなるんじゃないですか、そうすると。そうですね、開発も人が増えてくるし、あとバグチェックってそのビジネスも始めましてね、実はそっちの方が大きかったんですけど。大きかったんですか？全体的に100人を超えるぐらいの、アルバイトも入れると130人ぐらいですかね。すごい、大きな会社ですね。立派な会社じゃないですか。すごい大きくなりましたね。もうクリエーションをする時間もなくなってしまうじゃないですか。ないですね、社長として。また現場で何人かやってですね、社長が言ってもなかなか聞いてくれないというような、そういうだから昔と同じような状況に戻ってですね。皮肉ですね。そうですね。せっかく新しい。そうですそうです。もうまた同じような状況になりまして、で昔だったらサラリーマンですから、怒られても何しても業績が悪くてもですね、給料だけはもらえたんですけど、今度自分で社長で経営するとですね、業績が悪くなるとお金の勘定ばっかりしてですね、非常に神経が使ってですね、これはちょっと本来の仕事じゃないなと思って、ちょっと他人に譲りました。全然違うプレッシャーになりますね。そうですね。でもバッグチェックって言われるわけですけども、どんな会社とバッグチェックしてたんですか？そうですね、大手さんが多かったですね。コナミさんとか、大体の大手の会社とはやってました。じゃあ90年代のコナミさんっていうと、例えばメタルギアとかそんな感じの。それはまだやってませんですけど、でも結構大きな作品、大作はやってましたね。大作もされてたんですか？すごいですね。130名ぐらいいらっしゃるわけだから、すごいたくさんのソフトをそうですね、扱っていますね。なるほど。で最終的には何年ぐらいに退社されて引退ですね。そうですね、もう引退して、ちょっと他の会社に譲ったんですけども、2011年かそれぐらいの時に、もう辞めました。なるほど。であれからは何をされているんですか？そうですね、12年からですね、台東の元の台東のですね、一応アドバイザーという肩書きをもらいまして、台東の社員の若い技術者とですね、アイデアの時あった時はみんなと話し合ったり、非常に楽しい、今はまた現場みたいなことやってます。なるほど。あとインタビュー答えたりとか、そういうの結構あちこちから来るんですか？そうですね、歴史のこととか、去年は忙しかったですね。文化庁のそういうちょっと仕事とかですね、そういう大学とのちょっと関連もあったりですね、今大学も結構ゲームを研究している大学が結構日本でも出てきましてね、もういろんなところから声かけられるわけですけれども、昔のことを語ってくださいとか、スペースインベーダーが一番のメインだと思うんですけれども、そうですね、やっぱりそういうのがあるからこそ、自分も昔すごいものを作ったなという実感があるんですか？
そうですね、まあ、でもスペースインベーダーは焦点は当てられるんですけどね、実はそれじゃなくて、まあ、その前の先ほどねお話聞いていただいたの、スカイファイターとかですね、そういうのは結構やってスペースインベーダーができたっていうのを、まあ、理解してもらいたいなと。いきなりポツンと1個出てね、1個で終わったんじゃなくて、結構長い歴史があったっていうのは、まあ、ちょっと皆さんに理解してもらうためにちょっといろいろお話をして。よかった、今日スペースインベーダーのお話だけじゃなくて、スカイファイターのお話もできて、よかったです。皆さんにね知ってもらいたいですね。そうですね。じゃあ一番のお気に入りのは意外とスペースインベーダーではなくスカイファイターだったりするんですね。そういう昔のゲームが非常に思い入れがあってですね。すごい、面白い。多分皆さん驚くと思いますけれどもなるほど、面白いですね。であとは趣味とかはなんかウォーキングとかもされるっていう話聞くんですけど、まあ、体力つけなきゃいけないんで、まあ、ウォーキングしたりですね、あと昔バンドやってました仲間がですねのリーダーがですねまたやらないかってことで、まあ、2人じゃダメなんでまたその何人か若いものを入れてですね、まあ、最近まあ月2回ぐらい練習したり、時々まあプロのバンドでちょっと初めのうちやらせてもらったりですね、そういうのをやってます。楽しいです。なるほど。そうですね。まあ今日は本当に長い間ありがとうございました。たくさんの面白い話を聞かせていただいて楽しい会話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Bonsoir et bienvenue dans Debug Mode. Vous connaissez bien sûr Florent Gorge, vous l'avez vu dans de nombreuses émissions sur No Life. Mais ce soir, pour la première fois, nous allons pouvoir visiter son bureau. Il nous a ouvert ses portes et il va nous montrer, nous expliquer comment est-ce qu'il écrit les biographies des différents auteurs, des artistes, des créateurs de jeux qu'il a rencontrés. Bienvenue chez Omaki Books. Alors, Omaki Books, c'est juste un grand bureau. Enfin, faut le dire vite, hein, c'est juste quelques mètres carrés dans lesquels voilà, je travaille au quotidien. J'essaie dans la mesure du possible de me concentrer pas vraiment sur les jeux en fait. J'ai pas une énorme collection de jeux ou de consoles, mais c'est vraiment sur la documentation et sur les documents d'archives. La difficulté que j'ai quand j'écris une biographie, c'est qu'elle se fait pas en français, elle se fait en japonais. Donc ça demande quand même un certain temps de préparation. Après, il y a un process qui est quand même assez compliqué à mettre en place, c'est toute la traduction. C'est-à-dire que moi, je fais les interviews directement en japonais. Ensuite, une fois revenu en France, pour gagner du temps, je demande à ma femme de faire la retranscription, donc elle retape tout en japonais, ce dont on a discuté, ce dont on a parlé. Et moi, derrière, j'écris directement mon texte depuis le japonais en prenant les morceaux qui me sont utiles. D'une manière générale, hein, pour écrire une bio qui soit relativement complète, je pense qu'il faut 12 heures d'interview. Pour quelqu'un qui a une vie chargée, je pense que 12 heures d'interview, tu as déjà vraiment de quoi faire. En général, la première heure avec la personne qui va être biographiée, elle sert à structurer le livre. C'est-à-dire que pendant une heure, on va d'abord se dire, bon, de quoi est-ce qu'on va parler? Et là, il va me donner des points clés de sa vie sur lesquels je vais pouvoir composer l'ensemble du livre, en fait. Une fois que toutes les interviews seront terminées, qu'on a vraiment une approche globale du résultat qu'on va avoir, je relis tout de A à Z et à partir de là, je peux structurer un plan. C'est mon sommaire. Voilà, les retranscriptions d'interviews, il y a peut-être 2 heures, 3 heures d'interview là-dedans. Donc tout ça, c'est des discussions. On voit le Nishi, c'est pour Nishikado. Là, il y a le Fu, c'est pour Flo. Je voulais une photo pour la couverture de Monsieur Nishikado, voilà, comme ça, mais il lève le doigt et on voyait normalement des envahisseurs qui arrivaient sur Tokyo. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, donc au final, bon, on a gardé l'idée du doigt levé. Mais voilà, on a obtenu ça plutôt, on n'a pas gardé malheureusement la vue de Tokyo derrière, c'est dommage. À partir du moment où j'ai mon plan, je peux étoffer en utilisant en priorité tous les témoignages de la personne interviewée. Et ensuite, moi, mon travail derrière, il consiste juste à relier les témoignages les uns avec les autres pour qu'il y ait une situation logique et qu'il y ait une continuité dans l'histoire. Voilà, ça, c'est quand même très important, c'est d'avoir un équilibre qui soit réaliste et pas se focaliser uniquement sur un truc qui va durer 10 pages. Sur un total de 200 pages où tu te dis ouais, ça, au final ça a changé sa vie alors que non, c'était juste une anecdote rigolote qui est longue à expliquer mais qui au final n'a pas eu tant d'importance que ça, donc il faut vraiment faire attention à ça aussi. Pour l'iconographie, j'ai demandé à Jean-Baptiste Paulien qui est un de mes graphistes, enfin qui est mon graphiste attitré pour Omaki Books. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu avoir du matériel visuel et j'ai demandé donc à Monsieur Nishikado de d'éplucher tous ces vieux albums photos et de me faire des scans de toutes les photos qu'il voulait voir qui
qui pouvaient éventuellement voir dans le bouquin, parce qu'il y en a certaines qui voulaient pas. Donc c'est pas moi qui ai choisi, c'est lui qui m'a envoyé des dizaines et des dizaines de photos. Et ensuite, j'avais besoin de matériel de la part de Taito aussi, pour parler de Space Invaders ou des anciens jeux. Il me fallait des flyers, il me fallait des captures d'écran, il me fallait voilà, un certain nombre de documents d'archives. Et à partir de là, j'écris mon texte. Et ensuite, dans les morceaux de texte, quand j'ai besoin que Jean-Baptiste utilise telle photo à telle page, je lui mettais en rouge, voilà, mettre telle photo pas loin de ce témoignage-là. Et donc, ce qui fait qu'il avait un plan qui était lui aussi assez clair. Très clairement, c'est vraiment pour moi un crève-cœur. C'est vrai que les biographies, moi, c'est vraiment mon domaine de prédilection. J'adore ça et j'aimerais en écrire énormément. Mais très clairement, ça se vend pas très bien. On va pas se mentir. Pourquoi ? Je sais pas, tout simplement parce que les joueurs de jeux vidéo s'intéressent avant tout aux jeux. Avant de rentrer dans l'analyse, je pense qu'ils sont d'abord en fait dans le catalogage, voilà, dans l'archivage. Et une fois qu'ils auront tout ce qu'ils veulent dans leurs archives, ils voudront pousser l'analyse plus loin et là rentrer évidemment dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vrais making-of sur tel ou tel jeu et les biographies de créateurs. Mais c'est vraiment dans une seconde étape pour le moment. Là, les gamers, les rétro-gamers, ils sont encore un peu dans l'envie de collectionner. Comme je savais que monsieur Nishikado allait venir au mois d'avril dans le cadre de Polymanga, c'est là que je me suis dit, comme il va passer à Paris, dans ces cas-là, c'est une bonne occasion de lui faire rencontrer l'équipe de No Life et puis de faire une interview qui pourrait éventuellement servir à une soirée spéciale parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur ce monsieur, c'est super intéressant, autant en faire profiter au maximum, même si les gens n'achètent pas le bouquin, au moins ils auront un aperçu de sa carrière et de sa contribution par le biais de No Life. Le roman est toujours mieux que l'adaptation au cinéma, c'est souvent ça qu'on dit. Je pense que là, la soirée spéciale, elle serait très bien. Mais forcément, la biographie est plus complète. Oh, mais j'avais oublié ça. Le Nagoya Uchi, le bug qui est passé pour une astuce. C'est vraiment fascinant, les bugs. C'est intriguant et un peu pitoyable en même temps. Ça en dit souvent beaucoup sur le développeur, d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas un truc à faire autour de ça. Dark sunken night, I see another pale sunrise, surrounded by soldiers, glued to the screens, hold back the invaders, their infernal machines, we fight to survive, running to stay alive, our bodies aching and tired, but there's nowhere to hide, our cover's been blown away. C'est bon, AM? Tu sais te servir du matos? On peut y aller? Ok. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé une nouvelle passion. Je vais vous parler de bugs. Le tout premier bug découvert dans Space Invaders concernait les crédits. Vous le savez, il faut mettre une pièce dans le jeu d'arcade pour payer sa partie. Un jour, un exploitant contacte Taito pour se plaindre. Un joueur qui a glissé sa pièce n'a pas reçu le crédit auquel il avait droit. C'était un bug mineur que Nishikado a pu corriger. Heureusement, il a été découvert au tout début de la folie Space Invaders. Taito n'ayant déployé qu'environ 1000 unités de sa borne, il était facile de faire la correction et remplacer les ROM des jeux en exploitation. Le second bug, le plus fameux, porte le joli nom de Nagoya Uchi, le tir façon Nagoya. Il a été baptisé ainsi car la légende dit qu'il a été découvert par un joueur habitant la ville de Nagoya. Pour le déclencher, il faut faire en sorte que l'envahisseur situé tout en haut à gauche de l'écran ne soit pas détruit. Tant qu'il reste vivant, les tirs des envahisseurs situés sur la ligne la plus basse de l'écran n'auront aucun effet sur l'appareil dirigé par le joueur. Mais pour l'utiliser de la manière la plus optimisée, il convient de suivre une certaine stratégie. La plus efficace consiste à détruire les 3 colonnes du milieu, comme ceci.
Ensuite, après avoir aménagé ce joli safe spot, notre chasseur de bugs, Ben Shinobi en l'occurrence, attend tranquillement que les envahisseurs descendent jusqu'à la dernière ligne pour les abattre. Et même si les tirs des ennemis qui sont encore sur les lignes supérieures restent dangereux, en suivant ce pattern, le joueur peut finir le niveau de manière plutôt safe. Un tel bug permettait donc de jouer beaucoup plus longtemps que ce que le développeur, l'unique développeur du jeu, avait prévu. C'est donc un peu l'angoisse pour Nishikado quand ce bug est découvert, car si tous les exploitants réclament une correction du bug, c'est la catastrophe pour Taito et peut-être même la faillite. Car là, on parle de centaines de milliers de machines à corriger. Mais là, il se passe quelque chose d'étonnant. De manière inattendue, les joueurs ne considèrent pas cela comme un bug, la plupart ne sachant d'ailleurs pas ce que le terme bug signifie. Non, ils prennent cela comme une technique secrète permettant d'aller plus loin, ce qui a rendu le jeu encore plus populaire. Space Invaders sera d'ailleurs le premier jeu de l'histoire à avoir bénéficié d'un guide. Une revue publiée en 1979, entièrement consacrée à toutes les techniques pour maîtriser Space Invaders, y compris ce fameux bug, le Nagoya-Uchi. Et voilà, n'est-ce pas une belle histoire, comment un bug devenu un tips a finalement sauvé un jeu vidéo, quasiment. C'était pas mal ça, non? Qu'est-ce que tu penses? On pourrait en faire une émission? Faudrait juste qu'on arrive à trouver, je sais pas, une quarantaine de bugs, ça te semble jouable? Ok. Et par rapport à tes cheveux, tu penses qu'on pourra faire quelque chose? C'est-à-dire genre les enlever? Ouais? Eh ben moi je la sens vraiment plutôt pas mal cette année 2012.